Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bonjour à tous, et ça y est, c'est la rentrée de les clés de la réno. Je reviens après cette longue pause estivale qui, j'espère, aura été bénéfique pour vous et vous aura permis de vous ressourcer ou d'avancer sur votre chantier, évidemment. En tous les cas, je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce nouvel épisode et pour toujours plus de bonnes idées travaux et déco, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Noémie Meyer. Noémie est décoratrice et architecte d'intérieur. Elle a créé son agence Pierre Papier Ciseaux en région bruxelloise puisque c'est là-bas qu'elle a décidé de s'expatrier il y a une quinzaine d'années. Elle s'est lancée avec son mari dans la rénovation d'une belle maison d'architecte des années 70 pour la transformer en maison californienne. Après plusieurs mois de travaux intenses, ils ont pu emménager dans cette maison encore en chantier pour continuer les travaux à quatre mains puisqu'elle va nous l'expliquer, ils ont beaucoup réalisé par eux-mêmes. Dans cette maison, la lumière est reine, mise en valeur par des tons clairs et sublimée par des matières naturelles comme on les aime. Une harmonie juste qui lui permet de se sentir bien chez elle, comme dans une maison de vacances, nous a-t-elle confié. Je vous invite d'ailleurs à découvrir les photos de son intérieur sur son compte Instagram. Vous pourrez y découvrir toutes les étapes de son chantier, passées ou en cours. Et oui, parce qu'il reste encore un peu à faire. Avec Noémie, on a parlé évidemment de ce qui la passionne dans la rénovation, pourquoi elle s'est lancée ce défi, mais aussi du suivi de son chantier, tant avec les artisans que budgétaire. Elle nous a aussi livré quelques pépites, et je vous invite à rester dans le coin si vous êtes tenté par un sol en béton ciré, une salle de bain en enduit à la chaux ou encore des façades de cuisine en chêne. Pour retrouver Noémie ou les références qu'elle cite au cours de notre échange, rendez-vous dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire ou un message si vous avez une question ou tout simplement pour me dire ce que vous en avez pensé. Sans plus tarder, j'arrête de vous faire languir et je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute! Bonjour Noémie et merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec toi pour parler rénovation. Bonjour Alison, merci. Alors, je t'ai présenté déjà un petit peu dans l'introduction, mais comment tu te présenterais à des inconnus si jamais il y en a quelques-uns par ici qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, je suis Noémie, je suis architecte d'intérieur et décoratrice d'intérieur et c'est le fruit d'une reconversion, donc c'est vraiment un métier passion, pour moi et voilà, je suis passionnée de bricolage, de do it yourself, de la déco un peu homemade, et j'en ai fait mon métier. J'accompagne mes clients, voilà, dans leurs projets de rénovation, et du coup, à côté de ça, forcément, comme je suis passionnée de déco, bah, voilà, ça va bon train aussi, à la maison. J'habite en Belgique, je suis française d'origine, mais ça fait une bonne quinzaine d'années là que je suis ici. Et, euh, et voilà, dans les grandes lignes. Super. Mm. On va évidemment parler de ta maison actuelle, de ta belle maison californienne comme tu l'appelles. Mais avant on en arrive là, est-ce que tu pourrais nous dire un peu d'où t'est venue cette passion justement pour la rénovation, la décoration, qui finalement était la petite Noémie? Alors, si on remonte très très loin, j'ai toujours été un peu, même beaucoup créative, attirée par les choses artistiques, etc. Quand j'étais petite aussi, voilà, j'avais une grand-mère peintre, un papa qui adore les brocantes, etc., les œuvres d'art, donc les musées. Donc voilà, j'étais un peu traînée dans tout ça quand j'étais petite. J'ai toujours beaucoup dessiné, j'ai toujours aménagé ma chambre, repeint ma chambre, etc. Donc voilà, c'était pour moi toujours une source de créativité que j'ai beaucoup aimé explorer.
Hem Et puis, j'en ai pas, forcément fait mon métier tout de suite parce que j'avais un peu cette idée préconçue qu'il y avait pas, il y avait pas de débouchés, c'était difficile comme métier, voilà, c'était pas un «vrai métier» entre guillemets. Donc je me suis lancée dans une carrière plus classique. Et puis, bah, la passion a repris le dessus donc voilà, au fur et à mesure, c'est revenu. Et si, tu devais nous parler de toi et de la rénovation justement, comment, tout a commencé? C'est vraiment né, enfin, vraiment par rapport à entre mon projet personnel et puis, et mon projet, professionnel aussi de métier, de reconversion. C'est venu quand on a acheté notre premier appartement avec mon mari, où du coup, bah, voilà, on cherche un premier bien, on a fait une légère rénovation. Avec le recul, c'était une très légère rénovation vu ce qu'on a fait, après, mais voilà, on a quand même acheté un appart qui a été tout refait, quasiment à neuf. Et puis, on a fait tous les agencements intérieurs, les peintures, des petits meubles sur mesure, etc. Et je me suis découvert vraiment, enfin un peu redécouvert finalement cette passion pour l'archi d'intérieur, la décoration. Et puis je me suis dit, bah, c'est hyper chouette, j'ai envie d'en savoir plus. Moi, je suis un petit peu, quand il y a un sujet qui m'intéresse, j'ai envie d'aller creuser, de tout savoir, de faire un grand benchmark, de tout savoir un petit peu sur ce domaine-là. Donc j'ai cherché à suivre, tu vois, pourquoi pas des cours d'histoire de l'art, voilà, de décoration un peu, mais plus par intérêt, comme tu pourrais prendre des Par cours de plaisir, danse. le démarrage, ouais. Exactement, vraiment faire quelque chose à côté du boulot que j'avais déjà, voilà, la journée. Et puis j'ai cherché, et en fait je ne trouvais que des formations professionnalisantes sur un assez long cursus et des choses, voilà, en fait pas vraiment de cours comme ça, venez tous les mardis apprendre un petit peu plus sur l'histoire de l'art, de la déco. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas en faire mon métier? En fait, pourquoi pas en faire une profession? Donc j'ai commencé petit, j'ai fait une petite formation à distance. En fait, tu reçois un gros syllabus, un gros classeur avec toute la théorie, voilà, sur la couleur, la lumière, l'histoire de la décoration. Et ça a confirmé vraiment que c'était ça que je voulais faire, que ça y est, je me lançais dans une reconversion. Mais pour moi, c'était, de mon point de vue, pas suffisant pour me sentir légitime, en fait, tout simplement, d'aller chez des clients et de leur conseiller leur décoration. Donc, je me suis lancée dans une formation, voilà, en présentiel, avec des cours. Comme j'avais un boulot à côté, bah, c'était le soir, c'était en soirée. C'était sur 3 ans, c'était assez intense au niveau des horaires, mais voilà, j'étais tellement motivée, passionnée que je me suis pas posé une seule fois la question de me dire ah c'est fatigant, ah je vois moins mes amis, ah les journées sont un peu longues. Voilà, oui c'était long, c'était fatigant, il y a eu des compromis à faire, mais je fonçais dans ma direction quoi. Et donc tout ça en parallèle de la redécoration de votre premier appartement, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc la déco de l'appartement, c'était plutôt quand j'ai fait cette petite formation à distance. D'accord. Et puis on a emménagé en parallèle parce que c'était vraiment voilà, des courts travaux, par rapport à ce qu'on a fait après. Ça a duré quelques semaines et puis du coup, ouais, c'était un peu après, ouais. Et donc c'est quand même quand tu as mis les pieds dans cet appartement que ça t'a filé le virus de la rénovation et de la décoration et après Ouais. c'était parti. Carrément, voir un appart vide, tout blanc où tout est à faire, ça m'a donné 1000 idées. Et puis, ouais, j'ai eu envie de développer ça pour moi et puis pourquoi pas pour les autres, par après. C'est dans la lignée aussi, tu vois, de mon enfance un petit peu, créative. Et voilà, ça rejoignait un petit peu, cette volonté de faire un métier passion. J'aimais bien mon métier avant, dans la communication, dans le marketing. Je m'amusais bien, j'avais des chouettes collègues, c'était rigolo, mais j'y allais pas avec cette passion, cette vocation. Et j'ai toujours vu mon père, qui est entrepreneur aussi, qui allait, au boulot, mais surexcité d'aller travailler. C'était vraiment pas une corvée du tout, quoi. Et Mmh. je me suis dit: «Oh, c'est quand même génial d'avoir ça, comme métier». Et donc ouais, c'est un peu ça qui m'a drivée, qui m'a boostée aussi, comme inspiration pour me lancer, quoi. D'accord. Et alors qu'est-ce qui te motive dans la rénovation? Qu'est-ce que pour toi ça a de particulier finalement de se lancer dans des travaux dans une maison ancienne plutôt que de commencer justement, avec une construction où tout est possible? C'est une très bonne question, et c'est vrai que pour moi, c'est 2 choses très différentes. Ça correspond à 2 profils très différents, de personnes.
Et ce qui, moi, m'a plu et ce qui, voilà, je parle en on aussi parce que forcément, c'est un projet commun avec mon mari. Ce qui nous a plu dans la rénovation, c'est de redonner du cachet, une âme à une maison qui en avait déjà, qui avait déjà une histoire, qui avait déjà un parcours, etc. De lui redonner un peu, voilà, une deuxième vie en fait. En tant que professionnel, ce que j'ai aimé aussi, c'est d'y voir les contraintes et de tourner autour de ces contraintes, parce qu'une grande page blanche, finalement, c'est un petit peu moins créatif qu'une page déjà écrite et qu'on doit remanier à sa sauce. Donc ça, c'était hyper intéressant aussi. Ça, c'est un Euh, peu trop facile, ouais. c'est ça, se mettre un peu des challenges quand même. Mais non, c'était vraiment la volonté de tourner autour de quelque chose d'existant, de redonner du cachet, de se laisser séduire aussi par l'histoire d'une maison, par son architecture, parce on peut en faire 53, hein, des maisons, les maisons de nos rêves. Donc voilà, là, ça donnait une structure un petit peu à tout ça, un cadre à tout ça. Et puis, ouais, vraiment pour le côté histoire, un petit peu âme de la maison, à redonner vie un petit peu à tout ça, quoi. Donc du coup, tu as tout de suite su, une fois que vous aviez rénové cet appartement, que le prochain projet, ça allait être une plus grosse rénovation où finalement vous alliez, vraiment mettre la main à la pâte et faire quelque chose à votre image? Ouais, exactement. Et parce que pour ce premier appart qu'on avait acheté, on avait visité quelques biens à rénover avec plus de rénovation que celui qu'on a acheté finalement. Mais, mais voilà, il n'y a pas eu de coup de cœur au niveau des volumes et tout ça. Voilà, on a vraiment plutôt privilégié l'appartement qu'on a acheté, évidemment. Donc c'était déjà un peu dans un coin de notre tête de faire une rénovation. Et puis effectivement, une fois qu'on a habité dans son propre logement, bah, on connaît un peu mieux sa façon de circuler, d'habiter, de vivre. Et on a envie forcément d'avoir un intérieur qui y ressemble et qui s'adapte à ça aussi. Et donc, ça donne plein d'idées. Ah bah, tiens, la prochaine fois, on fera une salle de bain connectée à la chambre. Bah, tiens, la prochaine fois, on fera une cuisine ouverte comme ceci, etc. Et donc, et après, une fois qu'on a l'opportunité d'acheter un nouveau bien, bah, on a envie que ça ressemble au maximum à ces besoins-là, à ces envies-là. Et donc, ouais, c'était assez évident pour nous qu'on se lançait dans une rénovation. Après, plusieurs fois au cours du chantier, on s'est dit ah oui, on pensait pas que ce serait qu'on ferait autant de travaux. Tu vois, c'est un peu la pelote qu'on tire. Voilà, on sait pas trop jusqu'où on va aller. Mais, mais non, quel bonheur au final de pouvoir avoir un bien qui ressemble vraiment à notre mode de vie et à notre façon de circuler dans une maison. Donc ouais, ça c'était vraiment une volonté pour nous. Ouais. Ouais, c'est ce qui permet d'être vraiment chez soi, finalement, je pense, Exactement. de le créer comme ça, même si c'est à partir de contraintes évidemment puisque on part de l'existant, mais Ouais, vraiment le faire ensemble qui nous ressemble au mieux et c'est ce qui fait qu'on se sent vraiment chez soi. exactement. C'est chouette. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de cette maison, qu'on a hâte, de découvrir, au cours de la conversation avec toi. Si tu peux la décrire en quelques mots, c'est quel type de maison? Peut-être le style un peu architectural, sa superficie, à quoi elle ressemblait peut-être quand vous l'avez achetée? Alors, c'est une maison donc qui a plus de 45 ans, donc des années 70, années 70, qui était Ah, vraiment dans son tu jus. même pris Ah oui, c'est ça, je m'adapte, tu vois, je m'adapte l'accent vieille. au public. Et qui était dans son jus, donc c'est les premiers propriétaires qui l'ont fait construire, et c'est eux à qui on a racheté la maison. Donc il y a vraiment un seul propriétaire. Ça, c'est un petit détail pour certains. Pour nous, ça avait beaucoup de valeur parce que bah, ça veut dire qu'il y a eu une histoire en continu dans cette maison, que des propriétaires qui sont restés 45 ans dans une maison, ils en ont forcément pris soin. Si ça va de propriétaire en propriétaire tous les 2 ans, bah, voilà, on prend un peu moins soin d'un habitat passager, on va dire. Donc pour nous, ça avait de la valeur. Et puis s'ils sont restés si longtemps, c'est qu'ils s'y sentaient bien. Donc c'est qu'il y avait une bonne âme dans cette maison. Euh, et il n'y avait eu aucune rénovation faite depuis. Donc c'est vraiment les matériaux d'époque euh, et les volumes d'époque. Enfin, voilà, c'était assez vraiment Avec resté le dans temps son qu'on jus. Voilà, exactement. On a mis longtemps à la trouver. On a mis, enfin longtemps, tout est relatif, mais nous on a mis 1 an et demi à trouver cette maison-là et 1 an et demi de recherche intensive parce qu'on a quand même visité. C'est la 42e maison qu'on a visitée, qu'on a achetée. Donc voilà, Ouais, c'était vous voilà, avez on était décidé motivés. vraiment de prendre le temps de trouver celle qui vous correspondait, quoi.
Ouais, et en fait, plus on en visitait, plus ça nous confortait aussi dans l'idée, bon, bah, c'est pas celle-là, ce sera la prochaine ou ce sera une autre. Hem Et aussi, ça nous aide à voir, bah, concrètement avoir une idée du marché, tu vois? Connaître un petit peu le prix, les volumes, les surfaces, la localisation, ce qu'on peut se permettre par rapport à notre budget. Donc d'affiner un petit peu tout ça, de pouvoir détecter du coup un bien qui ne nous correspond pas, où on se dit: «Bah non, là, on sait qu'on peut avoir plus grand autre part, on sait qu'on peut avoir mieux à cet endroit-ci». Voilà, de se faire une bonne idée du prix du marché aussi. Et d'affiner vraiment nos critères prioritaires. Au début, quand on se lance dans une recherche, on se dit, bah voilà, j'ai tel budget, je veux tel endroit, je veux X chambres. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on en visite, peut-être qu'on peut se rendre compte, bah finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une chambre supplémentaire? Est-ce que mon bureau peut pas être ouvert sur mon salon? Est-ce que le jardin, en fait, finalement, j'ai envie d'un jardin plus grand? En fait, j'ai envie d'une 4 façades et pas d'une 3 façades. Voilà, on peut affiner un petit peu ces besoins-là et ces envies. Donc nous, on a fait une grande liste. Je suis adepte des to-do list et des bullet points. Donc on avait fait une grande liste d'un peu tous nos critères, des plus rationnels aux plus irrationnels. Et c'était rigolo après coup de voir ceux qui matchaient finalement avec la maison qu'on a achetée. Mais ça, je pense que c'est assez chouette à faire de trier un peu ces critères par ordre de priorité. Il y avait des choses pour nous qui étaient non négociables, du genre bah, la localisation. Vraiment, ça, on n'était pas vraiment prêt à aller beaucoup plus loin que la zone qu'on avait définie. La surface aussi habitable et l'orientation. Pour nous, c'était hyper important d'avoir une maison très lumineuse. Et donc, tout ce qui était, voilà, c'est très subjectif, hein, mais des jardins orientés nord-est, etc., nous, c'était vraiment pas ce qu'on recherchait. Donc voilà, on s'aidait un petit peu cette liste-là pour faire le tri. Donc beaucoup de recherches, beaucoup de visites, beaucoup de temps passé, mais au fur et à mesure, ça affinait vraiment nos recherches, ça simplifiait en fait nos recherches. Et ça a permis que le jour où on a trouvé vraiment la maison, bah, on était sûr tout de suite, en fait, il n'y avait pas trop de doutes. Donc voilà, le temps de faire les Tu papiers. coché tous les bullet points, que tu t'étais fixé dans ta liste. Alors pas tous, sinon c'est pas drôle, mais très sincèrement, non, vraiment beaucoup en tout cas tous les prioritaires, et on n'a pas eu l'impression de faire un sacrifice sur quelque chose. Euh, et puis l'avantage aussi, c'est qu'on savait qu'on allait faire des travaux nous-mêmes. Et du coup, bah, on pouvait toujours affiner un peu. Ok, il y a pas deux bureaux dans la maison, on a besoin de deux bureaux. Il n'y a pas deux bureaux, ben, on transformera tel espace pour en faire un bureau. On sait qu'on peut le faire nous-mêmes. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps parce qu'on a un budget limité comme tout le monde. Mais voilà, on sait qu'un jour on pourra le faire. D'étaler un petit peu aussi ce projet de vie finalement dans le temps. De pas forcément, enfin en tout cas nous, c'est ce qui correspondait à notre budget. Pas forcément tout faire d'un coup, mais étaler un petit peu pour pouvoir se permettre d'avoir une plus grande maison, d'avoir un plus grand espace, etc. En sachant qu'elle ne sera pas parfaite tout de suite, mais qu'à terme, un jour, on y arrivera, quoi. Ouais, et donc du coup, tu nous as parlé des critères qui étaient pour vous importants, justement l'orientation, la luminosité, l'emplacement. Est-ce qu'il y Ouais. avait d'autres critères comme ça, peut-être plus, intérieurs, qui étaient vraiment importants à vos yeux? Bah, pour l'intérieur, de manière générale, on n'était pas trop figé puisque bah, on savait qu'on allait un peu tout casser et tout refaire à notre sauce. Ouais, vous étiez prêts à démolir. Voilà, c'est ça. On voyait vraiment à travers les revêtements, les matériaux, les espaces. Bien sûr, moi, j'avais un œil un peu technique aussi de par mon métier pour voir un petit peu ce qui était réalisable quand même techniquement. En soi, tout est faisable, mais il y a une question de budget à un moment donné qui se pose, donc de voir un peu bah, concrètement ce qui était vraiment faisable pour nous ou pas dans cette maison. Euh, mais sinon, c'était oui, plus en termes de volumétrie et d'avoir des hauts plafonds aussi, c'est bête, mais à certains endroits, de pouvoir avoir vraiment un beau volume, une belle hauteur sous plafond à certains endroits dans la maison. On aimait beaucoup aussi, alors c'était pas un critère indispensable, mais c'était un coup de cœur pour nous. Et quand on a visité la maison, c'est un des arguments qui nous a fait dire que ah bah oui, elle a ce critère-là, donc c'est peut-être la bonne. C'est le fait d'être en demi-niveau. Donc on n'a pas d'étage entier dans la maison. Pour aller d'un étage à l'autre, on passe une volée de marches de 5, 6, 8 marches. Et donc tout est en demi-niveau comme ça. Et ça donne un côté très communicant en fait dans la maison. On est toujours un peu proches les uns des autres finalement. On n'est pas vraiment à un étage entier les uns des autres. Et donc oui, il y a un côté très très familial en fait, très convivial on trouve avec ce genre de configuration là. Il y avait le fait d'avoir des petites marches aussi c'est très bête, hein, mais des petites marches dans le salon. Donc on descend 3 marches pour descendre dans le salon. C'était un petit critère, un petit coup de cœur qu'on avait listé un peu dans les critères
voilà, au cas où, si jamais, ça arrive, ce serait un truc super ou si on pouvait le créer, ce serait super et Vous cette aviez mise envie de jouer avec les niveaux, quoi. Effectivement, ouais, c'est vrai que c'est un peu avec important les pour volumes. appréhender, les volumes, de se rendre compte qu'on peut aussi jouer là-dessus. Exactement et ce qui permettait aussi de pouvoir un peu tout ouvrir, d'avoir des volumes quand même relativement ouverts les uns sur les autres, mais grâce à ces petites différences de niveau, de pouvoir quand même créer un peu d'intimité dans un salon, par exemple, de voilà, de pas avoir l'impression d'être dans un grand hall de gare, mais d'avoir des petits endroits un peu cosy, tout en pouvant communiquer avec celui qui est à l'autre bout de la maison, dans la cuisine ou, ouais, ça c'était important pour nous. Et alors quand vous avez acheté finalement? C'était en quelle année? C'était en 2020. On a fait tout ça en 2020, donc le plus gros des travaux et l'achat, c'était en 2020. Avant ou après confinement? En plein dedans. C'est ça, on a signé chez le notaire, 2 jours après la déclaration du confinement, donc on a signé en masque, en apportant notre propre bic, on n'a pas croisé les propriétaires, enfin c'était, les vendeurs, c'était particulier, on s'en souvient bien et on a commencé les travaux du coup dès qu'on a pu, aller sur place en fait, se déplacer, on a commencé les travaux, ouais. Ouais, donc finalement, c'était presque une opportunité ce confinement pour vous. Vous avez eu le temps de commencer les travaux, dès que vous avez eu les clés, quoi. C'est un peu ce qu'on se dit avec le recul, c'est qu'en fait, les premiers week-ends, forcément, bah, on avait le droit de voir personne, on avait le droit voilà, de rester chez nous et c'était tout. Et du coup, comme c'était aussi chez nous, ben, voilà, on avait entre guillemets que ça à faire de faire nos travaux, notre démolition. Donc ça a bien occupé notre confinement. Nous, on s'est pas du tout ennuyés pendant le confinement. Et puis après, ça a compliqué quand même pas mal de choses, faut le dire, par rapport aux travaux qu'on a confiés à des sociétés extérieures, enfin à mon entrepreneur. En termes de délai, en termes de budget, forcément, comme tout le monde, on a un peu souffert avec le confinement, enfin la crise en fait. Et donc voilà, ça a pris plus de temps, je pense, que ce que ça n'aurait pris si on était dans une autre période. Mais l'un dans l'autre, ça nous a permis, nous, d'être quand même assez disponibles les week-ends et d'avancer un maximum, quoi. Et alors justement, tu nous en parlais, vous avez fait beaucoup de travaux. Si tu pouvais lister un peu, les postes de travaux que vous avez réalisés? Alors on a quasiment touché à tout. On Ouais, a vous avez eu fait peur de rien. ouais, c'est ça. Mais je te dis au fur et à mesure, on se disait: «Bah, mais ça en fait, on peut peut-être le faire nous-mêmes, mais ça finalement, on le ferait pas nous-mêmes». Donc ça a un peu évolué au fur et à mesure. Mais oui, on a un peu touché à tous les postes. C'est-à-dire qu'on a fait, bon, de la démolition, ça c'est classique. On a fait un peu de grosses œuvres et de structurelles parce qu'on avait un pilier à remplacer. On a ouvert des murs, on a, changé tout ce qui était, électricité, plomberie, voilà, technique spéciale. On a modifié tous les revêtements de sol, de murs, et cetera. Tout ce qui est enduit, tout ce qui est, peinture, isolation aussi. Dans certaines parties de la maison, on a refait l'isolation. Ouais, grosso modo, on a vraiment touché un petit peu à tous les postes et il y a des postes plus techniques qu'on a confiés parce que ça, voilà, on voulait vraiment que ce soit bien fait quand même, de ne pas avoir de problèmes, par après. Donc tout ce qui est technique, électricité, plomberie, et gros œuvres et murs porteurs, enfin et piliers porteurs, évidemment, ça, on a confié. Mais tout le reste, en fait, on a pris en charge nous-mêmes et c'était plutôt chouette. Et alors, ça a été quoi ton étape préférée dans la rénovation de cette maison? Alors ça, c'est dur à dire parce que moi, j'ai, apprécié et savouré, chaque étape. Elles viennent toutes avec leur lot un petit peu de déconvenues, de difficultés, de stress et cetera, mais globalement, c'est quand même que du bonheur. Hem, je pense que ce qui était le plus galvanisant et le plus excitant, c'était, et j'ai un peu ça sur tous mes chantiers aussi, enfin, pour les chantiers de mes clients, c'est la phase démolition parce qu'on ouvre les volumes, on découvre la vue qu'on a, on découvre l'espace qu'on a, la lumière qu'on a et ça, c'est toujours, c'est assez rapide, ça vient très rapidement au départ, enfin, tout le monde, moi y compris, mais les clients aussi sont toujours, surpris voilà, c'est déjà une semaine après avoir commencé, ça y est, il y a un mur qui est tombé et ça y est, on voit l'espace. Il reste beaucoup de temps après pour voir l'espace fini, mais c'est toujours assez surprenant. Et ouais, c'est un peu une montée d'adrénaline comme ça de voir, ça y est, on a ouvert le mur. Donc ouais, la phase démolition, c'est quand même assez marquant. Ouais, c'est sûr. Ça fait toujours quelque chose. On peut se projeter enfin, pour de Ouais, vrai. c'est ça. Ouais, ouais.
Et combien de temps ont duré les travaux du coup? Vous avez terminé? Vous avez tout fini là ou il vous en reste encore peut-être éventuellement? Ouh là là, pas du tout. On a fait le plus gros en 8 mois. Donc, le gros des travaux, c'était vraiment 8 mois pendant donc l'année 2020, où là, du coup, on a fait donc tout ce qui est démolition, technique spéciale, la plupart des revêtements, et installer toute la cuisine, voilà, vraiment faire tous ces postes-là, changer les volumes aussi qu'on a dû modifier, ouvrir les pièces et cetera, casser les cloisons pour pouvoir évacuer, en fait, un maximum de déchets, de débris. Euh, et voilà, faire le plus gros de la poussière, etc. Après 8 mois, on a emménagé parce qu'on était à la fois trop excités d'habiter dans notre maison et question de budget aussi à un moment donné, hein, de manière très transparente. Il y a un moment donné, il faut qu'on ne peut pas avoir deux emprunts des deux côtés ad Non, vitam aeternam. c'est sûr. Voilà. Donc on est rentré dans la maison en décembre 2020 et il y avait pas encore, on n'avait pas posé le parquet, on n'avait pas peint, on n'avait pas encore de salle de bain, mais on avait une cuisine. Et on s'était dit, quand on a une pièce vivable qui est vraiment finie, on emménage. Et c'était le cas, on avait notre chambre. Donc notre chambre, il y avait le parquet et il y avait la peinture. Il n'y a pas encore les plaintes, bon, mais tout le reste était fait. Et on a emménagé. On s'était bricolé une petite douche à la MacGyver dans la cave. C'était horrible. Avec le recul, c'était vraiment horrible. Mais on était tellement contents d'être dans la maison que c'est passé. Et puis, on avait la cuisine voilà, pour bien manger. Mais ça nous a boosté du coup pendant les 6 mois qui ont suivi à faire le max des travaux qui restaient et à rendre vivables en fait tous les espaces de vie par lesquels on passait au quotidien. Donc la chambre, ça c'était bon. On a très rapidement fait quand même la salle de bain. Enfin, ça a quand même pris un mois et demi pour que ce soit quand même un peu plus agréable au quotidien. La salle de bain de votre chambre parentale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Qui est ouverte, Oui, sur votre chambre? exactement. Ouais, exactement. Et puis ensuite salon, salle à manger, cuisine. Du coup là, on a fait faire le revêtement de la cuisine en béton ciré, puis on a fait nous-mêmes le parquet dans les escaliers, et puis le salon, salle à manger. On a tout peint, ce qui n'est pas idéal hein, de peindre après avoir emménagé, mais voilà, on s'adapte à la réalité du quotidien. Oui, surtout que c'est Euh, la peinture après le parquet, c'est ça, si je comprends bien? non, on a fait la peinture avant le parquet, il me semble, mais quoique je suis même plus sûre, tiens, j'ai un petit doute. Mais idéalement, on fait la peinture avant d'emménager parce qu'on avait tous nos meubles à protéger, voilà, c'était un peu galère, Ouais, mais, c'est sûr. mais voilà, on n'a pas eu le temps de le faire avant, les murs étaient pas secs, donc on l'a fait après. Et puis, ouais, on a progressivement, comme ça, vraiment par espace les plus importants, on aimait bien finir un espace avant d'en commencer un autre, pour vraiment se sentir bien chez nous. Parce que forcément, au début, on était hyper contents d'emménager dans notre maison et c'était, voilà, on y avait passé tellement de temps, tellement d'heures, tellement de sueur dans ces travaux-là. Mais il faut dire qu'on se calfeutrait quand même un petit peu dans notre chambre parce que c'était le seul endroit qui était agréable à vivre, en fait, où il n'y avait pas de béton à nu, il n'y avait pas de poussière, etc. Donc voilà, on se réjouissait de pouvoir sortir un peu de la chambre quand même et pouvoir profiter enfin, d'avoir envie de profiter des autres espaces. Et donc progressivement, voilà, tout le séjour, salon, salle à manger, cuisine, et puis la cage escalier. Et puis donc ça a pris 6 mois vraiment à en faire tous les week-ends de manière assez intensive. Et après on a fait une petite pause, on s'est un peu calmé quand même pendant l'été, pendant la fin de l'année. Et puis voilà, progressivement après, certains week-ends, on s'y remettait, on faisait un peu de béton ciré par là, un peu de finition par-ci, pour avancer dans les espaces par lesquels on passait plus forcément tous les jours, mais voilà, qu'il fallait quand même rénover à un moment donné. Donc c'est là qu'on a fait nos bureaux, c'est là qu'on a fait bah, la fin de la cage escalier, la chambre d'amis, et voilà, on a un peu avancé comme ça petit à petit. C'est le rythme qu'on a maintenant aussi. On n'en fait pas tous les week-ends non plus, mais parfois, voilà, 2-3 week-ends d'affilée, on se lance dans un projet et puis on avance, quoi. Mais il reste plein de choses à faire et on a fait le plus gros quand même, mais il nous reste une chambre, une salle de bain, une deuxième salle de bain qui est encore presque terminée. Et tout l'extérieur. L'extérieur là est vraiment très très brut, très 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 Oui, très c'est dense. souvent le cas. Quand on est dans Voilà, une rénovation importante comme ça, l'extérieur, c'est vraiment pour c'est la fin. pas la priorité tout de suite, exactement. Mais ça le sera à un moment donné et voilà, on s'y mettra avec plaisir à ce moment-là. Eh ben, effectivement, c'était un gros chantier et c'est vrai que c'est enfin, alors c'est naturellement, faire pièce après pièce, c'est,
l'évidence, quand on veut réussir à vivre sur son chantier, parce que c'est quand même une charge à la fois en termes de temps et émotionnel justement, si on parle un peu de ça, comment vous l'avez vécu, vivre, sur le chantier? Enfin, la rénovation, peut-être, d'une manière plus personnelle, mais aussi, sur votre couple. Est-ce que ça est enfin, comment vous avez géré tout ça? Ah bah, c'est vrai qu'il y a vraiment eu 2 phases. Il y a eu la phase, travaux où nous, on y allait que les week-ends et la semaine, on rentrait, bah, dans notre petit appart tout propre, tout confortable, où là, bah, on était vraiment surexcités, on était, hyper contents d'aller sur notre chantier, de tout casser et puis quand on revenait, voilà, on prenait une bonne douche, c'était fini, quoi et c'est vrai qu'on a quand même énormément de goûts en commun, on s'entend très bien, sur tous ces points-là donc il y a pas eu vraiment de gros débats où il y a pas eu de disputes sur les choix à faire. Forcément, c'est des moments où on est quand même un peu fatigué, un peu stressé. Il y a des questions de budget qui sont en ligne de compte, des questions de timing aussi. On n'a pas la même énergie forcément quand on rénove comme ça en couple au même moment. Donc quand il y en a un qui est super motivé, l'autre est un peu crevé, puis il veut terminer, puis l'autre veut pas. Donc voilà, c'est toujours un peu à doser aussi. Ça faut juste communiquer et s'écouter et voilà, pas aller au-delà de ses limites ou de celles de la personne avec qui on fait des travaux. Mmh. Si on veut Mais tenir sur la durée, c'est sûr, il vaut mieux être attentif à l'autre. c'est ça. Donc ça, globalement, c'est quand même assez positif comme expérience ensemble. Et puis, c'est ouais, très, très chouette de partager ça avec son conjoint. Et puis ensuite, quand on a eu emménagé, enfin, quand on a déménagé dans la maison, là, c'était un peu plus dur pour mon conjoint de se projeter parce que forcément, on quittait un appartement qui était certes petit, qui correspondait plus à nos besoins, etc., mais qui était tout propre et qui était en parfait état, pour aller dans une maison où il n'y avait qu'une seule pièce qui était en parfait état. Et ouais, c'était un peu déprime parfois les soirs dans une maison euh, bah, pas fini, du béton au sol. Quand on marche, on a de la poussière sous les chaussettes. Voilà, on n'avait pas encore de canapé, donc on était dans notre mobilier de jardin, dans notre salon. Je te dépeins une scène absolument affreuse, mais ouais, c'était pas facile, c'était pas facile ici. Moi, je pense que de par mon métier, ça m'a aidé aussi de savoir qu'il y avait un après. Voilà, c'est que provisoire, c'est une transition. On est quand même super heureux d'être dans cette maison et on est fiers de tout le travail qu'on a fait. Oui, c'était pas hyper agréable ces premières semaines, mais on passe au-dessus et on sait que c'est pour un mieux. Et j'arrive à voir un peu à travers les murs, à travers tout ça pour me projeter dans ce que ça deviendra. Euh, mais oui, c'était plus un petit moment de down à ce moment-là au niveau ressenti dans la maison. Mais je te dis, c'est ce qui nous a un peu motivé et boosté aussi à se donner encore chaque week-end pour avancer. Et plutôt que de s'affaler dans son fauteuil de jardin dans son salon et regarder son sol en béton, bah, on se disait, bon, bah, on va faire, allez, ce week-end, on fait le parquet, comme ça, c'est fait. Et puis, tu vois, on avançait un peu comme ça. Donc ouais, il faut pas se décourager et avancer. Et c'est vrai que nous, ça nous a beaucoup aidé de faire pièce par pièce, d'avoir des espaces finis petit à petit. Dans un chantier normal, on avance poste par poste. Donc on fait tous les logs, on fait toute la plomberie, toute la peinture. Mais dans un chantier où on habite et où on fait les travaux nous-mêmes, moi, si j'ai un seul conseil à partager, c'est ça, c'est vraiment faire pièce par pièce, terminer une pièce à fond, même jusqu'aux plaintes, etc., si on a envie, mais vraiment terminer une pièce à fond, qu'on se sorte bien dans cette pièce-là, pour pas avoir l'impression d'avoir un chantier énorme devant soi et d'aller petit bout par petit bout à droite à gauche et de jamais en voir la fin en fait. Mmh. Donc, parce que Oui, faut adorer pour sa aller maison. jusqu'aux finitions, c'est vrai que c'est important parce que sinon, c'est le genre de truc qu'on fait jamais. Genre les plaintes, on finit par ne plus voir qu'elles ne sont pas là et Exactement, on les fait pas. exactement. Et ouais, c'est dommage. Ce serait dommage pour une maison qu'on a tant voulu et des travaux qu'on a tant investis en temps, en énergie, en argent, d'en avoir ras-le-bol en fait avant l'heure Mmh. et donc ouais, de s'écœurer un peu tout ça, ce serait dommage. Donc vraiment d'y aller poste par poste. Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver l'équilibre, comme tu dis, pour pas s'écœurer, quand on a autant de travaux à entreprendre par soi-même, et qu'on s'en en est mis vraiment, jusque-là et garder la motivation et pour aller jusqu'au bout et puis après les finitions, c'est vrai qu'il y a même les aspects plus déco où parfois on a un peu du mal à se redire enfin bon, après sur la déco, c'est vrai qu'on peut retrouver un regain d'énergie parce que ça va pas chercher les mêmes envies, les mêmes inspirations, mais c'est pas, c'est un chemin au long cours et ça, c'est vrai qu'il faut s'y préparer quand on se lance dans une rénovation où on fait beaucoup de choses par soi-même Ouais. et en avoir conscience avant, c'est quand même aussi,
important, je pense, parce que Tout à ça fait. reste Ouais. une charge émotionnelle importante personnellement sur son couple et savoir où on va pour réussir à le gérer, réussir à se motiver, à peut-être prendre le temps qu'il faut aussi par moment, prendre du recul, se faire une pause. C'est vrai que, ouais, je pense effectivement, je pense que c'est important. Et c'est moi, c'est ça qui m'a vachement intéressée dans ce projet-là, c'est qu'à la fois j'avais ma casquette d'archi d'intérieur où voilà, je chapeautais un peu tout ça, j'avais pas trop de stress, quand même par rapport à la gestion d'un chantier. Je connaissais, les étapes, je savais où on allait, je connaissais mes équipes. Et j'avais aussi la casquette de la cliente, qui parfois est un peu stressée quand même par des livraisons, qui n'arrivent pas, par, des délais de séchage, qui sont plus longs que prévu. Voilà, donc forcément, j'ai eu un peu ces 2 casquettes-là. Ça m'a beaucoup aidée aussi, à avoir cette vision-là du client, pour mieux communiquer aussi avec eux d'un point de vue professionnel quand je suis de nouveau de l'autre côté de la barrière, donc du côté archi d'intérieur. Parce que c'est un chantier, c'est toujours stressant en fait pour un client à différents degrés, mais c'est toujours un moment de stress parce que ça prend tellement de choses en compte, de temps, d'énergie, d'argent, comme je le disais, que c'est pas anodin quoi. Donc c'est vrai que c'est important de le savoir, comme tu dis, en amont et de se donner les clés aussi pour anticiper et pour appréhender ça au mieux quoi. Et du coup, on comprend que, tu as fait appel à des entreprises avec lesquelles tu avais l'habitude de travailler. Donc tu les connaissais, tu savais comment elles travaillaient, mais si tu pouvais justement, nous dire comment tu choisis tes artisans pour t'assurer qu'il y a un rendu, tel que tu le souhaites et que le chantier se passe bien? Donc c'est vrai que oui, j'avais la «chance» entre guillemets parce que c'est mon métier de pouvoir, faire appel à des entrepreneurs, des corps de métier que je connaissais. Pas tous, hein, forcément sur un chantier de cette ampleur-ci, puis par rapport aux disponibilités et cetera, bah, j'ai rencontré des nouvelles têtes, mais c'était très agréable évidemment de savoir que je pouvais avoir confiance, dans ces personnes-là. Ça veut pas dire par contre que, c'est carte blanche et il faut pas surveiller. Heu Évidemment, il faut être derrière, évidemment, il faut suivre, et pas, c'est pas une question de mauvaise volonté, mais tout simplement, on n'a pas le même regard, en tant que client qu'en tant que professionnel. Il y a beaucoup de choses qui passent dans la communication, dans les plans, dans les documents, mais il y a aussi des choses qui doivent passer à l'oral ou sur chantier à s'expliquer, de vive voix et donc c'est important d'être présent sur un chantier. C'est pour ça que nous, enfin dans mon agence, on n'aime pas vraiment, on prend pas en fait de chantier clé en main où voilà, monsieur, madame partent en vacances, on rénove toute leur maison, ils reviennent, c'est fini. On aime bien que les clients viennent sur place, que les clients voient au fur et à mesure, parce qu'il y a énormément de choses qui doivent être suivies en fait de près par Faire les arbitrer, principaux intéressés, quoi. Ouais, exactement. Donc ça, dans tous les cas, peu importe qu'on fasse appel à quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, c'est important de suivre son chantier, d'être présent. Alors pas tous les jours, ça c'est bien un conseil à donner aussi, ne pas passer sur son chantier tous les jours, parce que ça avance pas forcément comme on pense que ça avance, parce que parfois on voit des petits trucs qui sont en fait réglés le jour d'après, mais que ça nous stresse si on les voit au moment même et voilà, c'est pas nécessaire vraiment, c'est un stress supplémentaire, à se mettre, que d'y aller tous les jours. Je trouve qu'une fois par semaine, c'est le bon ratio. et puis les artisans n'aiment pas beaucoup aussi quand ils ont l'impression, de nous avoir sur le dos. C'est pas fort apprécié, et on a envie que ces entrepreneurs et ces corps de métier soient contents de venir travailler chez nous, voilà. Donc on veut les garder contents, mais non, non, sincèrement, c'est vraiment pas un service à se rendre que d'y aller tous les jours. Bien sûr, il y a des étapes qui sont plus importantes que d'autres et plus cruciales que d'autres, où là, peut-être que c'est tous les 2 jours, voilà, mais clairement, c'est pas nécessaire sur tout un chantier d'y aller tous les jours, et je pense que ça fait plus de mal qu'autre chose, psychologiquement et au niveau du stress et cetera, c'est pas une bonne chose. Donc ouais, ça c'est important, je pense. Et si on parle, budget justement, est-ce que, vous avez réussi à rester dans le budget que vous vous étiez fixé? Comment tu as, géré un peu cette partie-là, même si évidemment, tu as l'habitude de gérer les budgets travaux, mais finalement comment vous en êtes sortis? Finalement, on n'est pas si loin de ce qu'on avait, imaginé investir. On est un peu au-dessus, hein, je vais pas, je vais pas, mentir. Ouais, c'est souvent Hem, le cas. Il faut toujours voilà, c'est très savoir souvent le cas. Surtout sur un chantier entre guillemets «de cette ampleur-ci» et qui s'est autant étalé dans le temps, forcément, bah, il y a aussi que comme ça a duré plus longtemps que prévu, on a pu économiser un peu plus. C'est tout bête, mais voilà, c'est quelques mois d'économie en plus qu'on a pu investir dans le chantier. Hem Il y a toujours des surprises sur un chantier aussi, ça c'est clair. Parfois, c'est des surprises à 2 000 €, parfois c'est des surprises à 20 000 €.
Nous, on a plutôt fait partie de la case surprise à 20 000 euros, donc on a dû équilibrer sur d'autres choses. On a fait des sacrifices, forcément. Typiquement, on a eu pour donner un exemple concret, on a dû refaire finalement tout le réseau de plomberie qui était en mauvais état après démolition, parce qu'on est rendu compte qu'il était en mauvais état. Donc on a dû le refaire entièrement, on comptait le refaire partiellement, mais c'était pas possible. Enfin, ce n'aurait pas été un choix intelligent. Donc ça nous a coûté 20 000 euros en plus, ce qui a sacrément empiété sur le budget d'un potentiel chauffage au sol qu'on envisageait. Après, pour d'autres raisons, le chauffage au sol, finalement, dans notre maison, c'était pas un choix cohérent non plus. Mais voilà, donc ça, plus ça, plus ça, fait qu'on n'a pas de chauffage au sol. Mais voilà, par rapport, tu vois, au projet initial et ce qu'on a finalement fait, il y a forcément des adaptations où le budget est rentré en compte. Ce qui nous a permis aussi de rester quand même relativement bien dans les clous de notre budget, c'est que on a fait beaucoup de choses nous-mêmes et au fur et à mesure, justement, on se disait, attends, on vient de recevoir un budget du menuisier pour faire la niche, l'encadrement autour de la fenêtre. Ouais, c'est un coût, mais attends, mais concrètement, tu crois pas qu'on pourrait le faire nous-mêmes, vu qu'on a déjà fait ça à côté dans la pièce, et tu crois pas qu'on pourrait faire ça? Attends, on va regarder un peu comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Et en fait, oui, on a économisé plusieurs milliers d'euros sur des postes comme ça. Et voilà, il y a certains trucs qu'on s'est dit par après, bon, finalement, c'était pas si rentable de le faire nous-mêmes. On a quand même passé énormément de temps et voilà. Mais d'autres où, au contraire, on le referait 100 fois parce que ça nous a permis d'investir de l'argent autre part. Et voilà, et nous, on avait envie d'investir du temps. Donc, Ouais. c'était Oui, forcément. c'est aussi le plaisir de le faire soi-même. Exactement. Ouais, si c'est une corvée et qu'on n'a pas le temps de le faire, bien sûr, c'est à prendre en compte. Nous, on avait l'envie de prendre le temps, de consacrer du temps à ça, donc on a rentré ça dans la balance. Et c'est vrai qu'il y a certains postes sur lesquels on a pu économiser, qu'on pensait déléguer, mais qu'on a finalement fait nous-mêmes euh, pour pouvoir gagner un peu de budget autre part et se faire plaisir ailleurs, quoi. Mmh. Vous êtes mis des challenges au fur et à mesure. C'est ça, on Des s'ennuie trop. découvertes, des surprises. C'est vrai que moi, je conseille toujours à mes clients de prévoir une enveloppe pour les imprévus parce que dans la rénovation, il y en a quand même toujours. Enfin, j'ai Ouais. jamais vu chantier sur lequel on n'ait pas des surprises. Alors, il y a C'est des chantiers où il y a des surprises positives, ça c'est plutôt chouette. C'est plutôt rare, mais ça arrive aussi dans le bon sens, les surprises. Mais dans ce cas-là, le budget, enfin, par expérience, vraiment, le budget que les clients économisent, ils le réinjectent autre part dans les travaux. Donc, on finit toujours oui, par c'est sûr. injecter un peu plus d'argent que ce qu'on pensait. Mais, euh, mais c'est important aussi de pas tripler le budget et enfin, de rester cohérent par rapport à ses besoins, par rapport à la valeur de la maison aussi, hein. Ça sert à rien d'investir trop non plus. Ce serait pas intéressant. Ouais. Et côté aménagement, appréhension des volumes, justement, tu nous as dit que vous avez quand même beaucoup démoli, fait des modifications sur la structure. Comment, justement, enfin, pourquoi toutes ces modifications? Comment est-ce que tu t'es projeté? Comment tu as pensé les espaces dans cette maison? Alors, c'était important pour nous, dans un premier temps, de lire un petit peu, de respecter, entre guillemets, la hiérarchie, l'architecture de la maison existante, parce que c'était une maison de famille, voilà, qui avait été pensée pour une famille, etc., et que nous, on voulait en faire aussi notre maison de famille. Donc, voilà, dans la lignée, c'était quelque chose qui correspondait à ça. Mais par contre, c'était aussi très important pour nous que ça respecte, que ça convienne à notre mode de vie à nous. Ah Euh, oui, oui, évidemment. et du coup, par exemple, il y avait une suite, la suite parentale en fait des précédents habitants était au rez-de-chaussée. Et moi, je ne voulais pas dormir au rez-de-chaussée. Et du coup, on a réaménagé l'espace à l'étage, qui était plus composé de petites chambres, de plusieurs petites chambres, enfin de 4 petites chambres même. On a cassé un petit peu la moitié pour en faire une grande chambre avec la suite parentale, avec la salle de bain, etc. Pour réadapter ça à nos volumes, à nos envies. Pareil au niveau je te disais par rapport à la hauteur sous plafond, d'avoir certains espaces qui avaient une belle hauteur sous plafond. Du coup, on a pu le faire notamment dans notre chambre parentale à nous, puisque on a cassé en fait le plancher du grenier qui était juste au-dessus pour récupérer tout le volume du grenier dans la chambre. Donc maintenant, on a plus que presque 4,50 m de hauteur sous plafond dans la chambre, en combinant ces deux volumes-là, ces deux hauteurs-là. Et donc voilà, ce genre de petits détails-là, en fait, architecturaux qui font qu'on a eu envie de modifier les volumes. C'était pas indispensable à la circulation de la maison. On n'a pas modifié l'endroit de la cuisine, par exemple, parce que ça nous convenait bien. Puis voilà, ça correspondait aussi à nos envies, à ce qu'on aurait dessiné de base. Ça réduit les coûts, hein, forcément aussi, de ne pas déplacer des pièces techniques comme ça. Les réseaux, ouais.
Bah, Et justement, du coup, votre salle de bain parentale, est-ce que vous l'avez créée de toutes pièces au niveau réseau ou vous avez dû les de toute implanter? façon, effectivement, comme on a dû, remplacer toutes les canalisations d'eau, en fait, de la maison, on a pu un peu passer où on voulait, puis on refaisait tous les sols. Donc on a pu repasser, en chape, là où on voulait. Mais elle a implanté dans une pièce qui était annexe à une salle de bain. Donc enfin, concrètement, au niveau technique, ça n'a pas changé grand-chose. On ne s'est pas calqué sur les circulations existantes, les canalisations existantes. Mais, mais globalement, dans la fonctionnalité pour nous, enfin, ce qu'on voyait, ce qu'on imaginait, ça collait bien et ça correspondait plus ou moins à cet emplacement-ci, quoi. Parce qu'il y a quand même des gaines techniques à créer. On en a créé d'autres, hein, des nouvelles pour adapter par rapport à ce qu'on prévoyait, mais ouais, on a fait un peu des deux. On a fait un peu un mix des deux. Mmh. Et, et justement, on voit que vous avez quand même, enfin, est-ce que vous avez ouvert les volumes, notamment, je pense en bas, au niveau de votre salon? Est-ce que c'était déjà comme ça ou c'est là où justement tu as eu envie d'avoir un espace plus ouvert avec une luminosité peut-être plus importante, plus traversante? Ouais, ça c'était vraiment quelque chose aussi qu'on voulait pour notre espace de vie, à nous. C'est un espace très ouvert, parce qu'on reçoit beaucoup, on aime beaucoup, être ensemble, même à 2, avec nos amis et cetera. Et donc c'était important pour nous que peu importe, entre guillemets, où on se trouve dans cet espace de vie, cuisine, salon, salle à manger, entrée, on puisse être en communication, on puisse se voir, on puisse s'entendre, on puisse se parler. Et donc d'avoir une cuisine ouverte sur une salle à manger, elle-même ouverte sur le salon, ce genre d'espace-là, c'était vraiment ce qui nous correspondait. Généralement, c'est faisable dans la plupart des maisons. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas une grosse projection à faire que d'imaginer ça. Mais c'est vrai que du coup, là, nous, on a dû casser quelques murs, 3 murs en tout pour ouvrir un peu ces volumes-là. La cuisine qui était fermée, hein, à l'époque, forcément, il y a 45 ans, on faisait pas de cuisine ouverte. Donc d'ouvrir cette cuisine-là sur le reste du séjour. Il y avait aussi cette histoire de marche dont je te parlais là pour passer au Ouais. salon. Avant, il y avait un petit muret, il y avait enfin là, c'était juste à un endroit, il y avait des marches très localement. Bah, nous, on a tout agrandi pour avoir des très grandes marches qui prennent vraiment toute la largeur, voilà, de faire en sorte qu'il y ait un passage élargi, surtout de la largeur finalement de la maison et pas juste à un endroit précis. Et c'est ce Mais qui ça, permet aussi de spatialiser les fonctions. Finalement, quand on a un espace ouvert comme ça, c'est quand même hyper important de bien réussir à spatialiser quand même chaque fonction, histoire de pas tout mélanger et de créer un espace agréable. et de se sentir vraiment cosy dans son salon, de se Ouais. sentir, convivial dans sa salle à manger, de se sentir, technique dans sa cuisine, voilà, que chaque fonction garde sa fonction. Pour autant, on peut garder la communication, la circulation visuelle, auditive et cetera, de lumière, mais c'est important que chaque espace soit défini et donc ça peut être fait comme tu dis par les marches, une petite différence de niveau, une différence de revêtement de sol, c'est ce qu'on a fait entre la salle à manger et la cuisine, des peintures au mur, enfin il y a plein d'astuces évidemment, mais on a tout cassé pour ouvrir complètement les volumes et après on a réadapté un peu pour refermer un petit peu tout ça. Ouais. C'est là où, où toute la subtilité de l'exercice. Exactement. C'est vrai. Et si on parle du coup un peu plus, déco, un peu style et inspiration, donc cette maison, cette fameuse maison qu'on voit beaucoup sur, ton compte Insta, Mmh. tu l'appelles ta maison californienne, ça donne le ton tout de suite, mais justement c'est quoi pour toi une maison californienne? Comment tu définirais ça? Alors c'est assez marrant parce que c'est pas forcément le genre d'architecture vers lequel qu'on visait, quand on a commencé nos recherches. On cherchait plutôt une petite fermette, voire une maison une maison un peu bourgeoise avec des moulures, enfin tu vois? Quelque chose de Ouais. plus, dans ce style-là. On était assez ouverts, on n'était pas, rigide sur un style, mais c'était plus ce qu'on imaginait et ce qu'on a commencé à visiter. Et puis on est tombé sur cette maison qui est donc, un style vraiment des années 70, mais c'est une maison d'architecte, à l'époque, donc qui est avec voilà des il y avait du lambris au plafond, il y avait pas mal d'ouvertures quand même sur l'extérieur, des volumes du coup assez écrasés, beaucoup très en longueur Mmh. finalement, plus qu'en hauteur à certains endroits. Et d'où les C'est demi-niveaux aussi, ça fait très exactement, maison d'architecte. exactement, exactement. Beaucoup plus qu'une maison bourgeoise qui est très en hauteur finalement, des volumes les uns sur les autres, des pièces assez étroites mais très verticales, très très hautes sous plafond. Là c'est tout l'inverse et donc ça pour moi c'est plutôt une caractéristique des maisons californiennes. Euh, Ce genre de volume très horizontal est plutôt orienté vers l'extérieur. Donc c'est vraiment un genre d'architecture qui est en lien avec la nature environnante. Donc on a des grandes ouvertures, des grandes baies vitrées. La maison n'est pas là comme une
comme un poids dans la nature. C'est vraiment, elle vient accompagner la nature, elle se fond un petit peu dans la nature. Alors, on n'a pas des palmiers dehors, pas encore en tout cas. On n'a pas non plus la météo californienne, mais c'était important pour nous d'avoir un espace assez naturel et qu'on puisse vivre un peu dedans, dehors, quand le temps le permet. Et des espaces très fluides au niveau de la communication. Nous, on trouvait ça plus communicant, justement, plus convivial d'avoir des volumes horizontaux plutôt que très verticaux. Donc voilà, au niveau de l'architecture d'origine de la maison, nous, ça nous a vraiment fait penser à ce style-là. Et au niveau de décoration, c'est aussi tout à fait l'esprit et l'ambiance qu'on imaginait pour cette maison-ci. Donc des tonalités vraiment très lumineuses, très claires, beaucoup de blanc, de beige, etc. Des matières naturelles, on a des enduits à la chaux, au béton, au béton ciré, du bois évidemment, de la céramique, du terrazzo, du travertin, voilà, vraiment des matières minérales, naturelles, qui apporte beaucoup de caractère, de chaleur en fait à un espace. Du textile, voilà, vraiment des choses, pas forcément des couleurs très flash, très vives ou des éléments très marqués au niveau du style, au niveau des formes, mais on joue vraiment sur les couleurs douces, la lumière, on laisse rentrer la lumière et sur les matières, les reliefs en fait des matériaux. Et pour sublimer tout ça, on est vraiment dans des lignes plutôt minimalistes. Donc très simple, quelques courbes par-ci par-là, quelques lignes droites, mais pas des gros volumes et des choses qui attirent l'œil tout de suite. Voilà, nous c'est plutôt dans l'autre optique qu'on était parti. Et ça correspond tout à fait au style californien. Donc voilà, ça c'est un peu l'appellation et l'ambiance qu'on imaginait. Et c'est vrai que ça donne un résultat très lumineux, qui nous convient bien. On aime bien avoir une base assez neutre, assez sobre finalement, qu'on agrémente de temps en temps avec des éléments plus colorés, que ce soit de la déco, de la vaisselle, un petit fauteuil par-ci, des coussins, etc. Mais on a toujours une base assez neutre et c'est assez marrant parce que quand on s'absente quelques jours, quelques semaines et qu'on vient dans notre maison, elle nous paraît toute blanche, elle nous paraît toute paisible, toute calme, toute apaisante et ça nous fait vachement bien en fait et c'est ce qu'on nous dit aussi quand on vient, voilà, la famille vient séjourner chez nous quelques jours. Ah, on a l'impression d'être en vacances, enfin, c'est une maison de vacances, quoi. Et donc, c'est vraiment cette ambiance-là de maison de vacances dans laquelle nous, on habite au quotidien, qui nous a insufflé un peu toute cette inspiration-là et ces couleurs, ces matières. Et ouais, donc je pense que ça répond à tes questions, mais pour nous, c'est tout ça, un peu la maison californienne, c'est l'origine de l'architecture, ce qu'on a voulu en faire au niveau déco et cette ambiance un peu maison de vacances. C'est chouette d'avoir réussi à obtenir ce résultat, effectivement, si c'est ce que vos invités disent quand ils viennent chez vous, pari réussi. Et comment tu as trouvé l'inspiration? Juste, est-ce que, comme pour tes clients, tu tu partie dans des planches d'ambiance, des 3D ou là, pour le coup, tu y es allée un peu au feeling, parce que tu savais où tu voulais aller? Alors comme, il fallait quand même patienter, 8 gros mois, enfin presque une année avant de pouvoir emménager dans cette maison et de s'attaquer vraiment à la déco, j'ai eu le temps de faire ma petite 3D et de me projeter. Donc j'ai pas fait de planche d'ambiance et cetera, j'ai pas fait un dossier aussi fourni que ce qu'on remet aux clients. Mais par contre, ouais, je me suis fait une 3D assez précise, des espaces, ne serait-ce que pour communiquer en fait au corps de métier, hein, tout simplement déjà, voilà, il fallait que je fasse mon rôle, d'archi d'intérieur quand même. Ou avec ton mari aussi, parce que j'imagine que si lui n'est pas dans le métier, c'était peut-être plus simple aussi pour avoir un support dans la discussion et faire les choix ensemble. Ouais, donc générer les plans pour les corps de métier et puis transmettre un peu les idées, les propositions, à mon mari. Et c'est vrai que ça a beaucoup aidé de pouvoir, lui montrer, pour se projeter parce qu'en fait, quand on a visité la maison la première fois, c'était un soir d'hiver bien triste, bien humide, et du coup, c'était un peu dur avec du vieux mobilier, voilà, de 40 ans, c'était un peu dur de se projeter, pour lui. Moi, j'avais déjà effacé la pluie, les mobiliers, etc. Je voyais que les volumes. Et donc, en rentrant, je lui ai fait une petite 3D, j'ai fait des croquis, etc. Et là, je lui ai montré, mais si, regarde, on peut faire ça, regarde ici, on peut casser là, etc. Et donc, pour lui, de voir le projet en 3D, je pense que ça a aidé aussi voilà, à concrétiser un peu les choses, à se projeter dans cette maison-là. Ça nous a aidé à faire des choix aussi, de tester un peu, tiens, la cloison, si on la met comme ceci, comme cela, est-ce qu'on ouvre jusqu'à quelle hauteur, tout ça. Voilà, c'est des petits détails techniques, mais ça aide aussi. Donc je me suis presque traitée comme une propre cliente moi-même. Mais oui, forcément, la 3D, s'il y a une seule chose à faire, entre guillemets, c'est cette 3D. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça aide bien. Ouais.
Alors tu en parlais, la lumière, c'est hyper important pour toi. On dirait même que c'est un peu le personnage principal dans votre maison et ça, c'est vraiment, chouette. Il y a aussi beaucoup de tons clairs. Comment tu as créé l'harmonie entre les couleurs et les matériaux selon les différents espaces? Bah, du coup, c'est oui, c'est un peu dur pour moi de répondre à cette question parce que j'ai pas envie de dire que c'est instinctif, mais ouais, ça se fait assez, naturellement. Déjà de mettre ça en 3D, moi, m'aide aussi dans mon boulot aussi, hein, donc voilà, c'est un processus que j'aime bien, faire, c'est d'avoir cette 3D là pour voir un peu dans l'espace ce que ça peut donner, faire différents essais, différents tests. J'ai eu le temps aussi au fur et à mesure des années de compiler un petit peu, des éléments phares que voilà, j'aimerais retrouver dans ma maison, des matériaux, des coloris, des motifs, des pièces de designer, voilà, des choses un peu spécifiques. Et parfois, ça peut arriver voilà, de partir d'un élément dans une pièce, un fauteuil, une couleur, un tapis, et de décliner un peu ce qui va autour. Je suis pas très impulsive non plus comme personne, donc je préfère ouais, vraiment prendre le temps de la réflexion, sonder vraiment, un peu tout ce qui existe sur le marché pour trouver le bon compromis entre, mon budget, mes envies, ce qui existe, et cetera, ce qui est bien au niveau technique, tout ça. Donc prendre le temps de faire des bons choix et du coup ça me permet de pas regretter mes achats et mes investissements. Hem et ouais, y aller un peu par coup de cœur, et après c'est des espaces qui vivent, hein. Tu vois, là, ça fait, 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi qu'on est dans cette maison. J'ai pas changé toute la déco depuis, mais il y a des petites pièces qui ont fait leur apparition, qui ont été déplacées d'une pièce à une autre. Par rapport à la 3D existante, j'imaginais faire tel mur en papier peint, bah finalement j'ai fait une peinture ou j'ai fait une autre couleur. Enfin, tu vois, ça a un peu Il y a pas évolué de papier aussi. peint chez toi, non? Papier peint, si, j'en ai beaucoup. Tu en as beaucoup? Ouais, j'en ai dans les toilettes, dans les 2 toilettes, et j'en ai Ah! dans une chambre, et on est en train de faire une autre chambre où il y en aura encore. Si, j'adore le papier peint. Mais Et pas dans les espaces de vie, en tout cas, c'est quand non. même plutôt dans des petits espaces confinés ou dans des chambres. Ouais, ça, les espaces de vie, justement, tu fais bien d'en parler. Tout ce qui est salon, salle à manger, cuisine, et notre chambre, donc on est vraiment, la plupart du temps quand on est dans la maison, c'est dans ces espaces-ci. C'était important pour moi et pour tous les 2 d'avoir, des espaces assez neutres, assez sobres, hem, pour plusieurs raisons. Déjà parce que moi, de par mon métier, je vois beaucoup de couleurs, je vois beaucoup de motifs, au quotidien, et donc j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus reposant, de plus apaisant. Et donc si j'avais mis du terracotta dans mon salon, j'aime beaucoup le terracotta, mais si après j'en mets chez mes clients et cetera, puis je reviens chez moi, bah, j'ai aussi du terracotta, voilà, ça va un peu me blaser et m'influencer. Voilà, j'avais pas envie de ça dans mes espaces, à moi de vie principaux. Après j'ai une entrée, rose à la maison, donc voilà, je mets quand même de la couleur à certains endroits, mais dans des espaces où je sais que je vais pas l'avoir sous le nez tout le temps. Mmh. Et par rapport à tous les 2, donc mon conjoint et moi, c'était important pour, bah, justement avoir un espace, apaisant, dont on se lasse pas, assez intemporel, où on peut faire évoluer quelques pièces, un petit fauteuil, une petite déco par-ci par-là, mais que la base reste neutre et que du coup ce soit plus facile à vivre pour nous au quotidien. Et vraiment cette notion d'intemporalité, je trouve qu'elle est, pour nous en tout cas, elle était assez importante. Et forcément, plus c'est coloré, plus c'est, chargé en motifs, plus c'est foncé, plus on s'en lasse rapidement. Il y a différents degrés selon les personnes, mais c'est quand même un peu le principe. Donc ça, on n'avait pas envie de ça pour nos espaces de vie principaux. Ouais, ça, c'était important pour nous. Et niveau matériaux, tu le disais, vous avez quand même, fait beaucoup de choses en béton ciré. Hem, Où vous en avez mis et est-ce que vous en êtes content? Est-ce que ça tient bien dans le temps? C'est souvent les questions qu'on nous pose. Ouais, c'est le gros sujet, le béton ciré, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, à son sujet. Et donc nous, on en a mis sur le sol de la cuisine, et de l'entrée. Là, on l'a fait faire par une artisane parce que c'était une grande surface, et on voulait vraiment, puis c'était la pièce principale, donc on voulait vraiment que ce soit parfait. Et puis on en a mis aussi dans Tu peux la la dans citer la d'ailleurs si tu le souhaites, hein, si tu Ah bah oui, bah c'est Caroline, l'adorable Caroline de Joli Môme, qui fait un excellent travail avec sa super équipe. Donc ça, effectivement, c'est un super contact. Elle a réalisé le béton ciré aussi chez nous dans la salle de bain, dans notre salle de bain parentale, donc au sol et sur une partie des murs. Parce que de nouveau, pièces techniques, nous on n'en avait jamais fait auparavant, et voilà, on préférait lui confier cette partie-là aussi. Et là, dans une petite parenthèse, mais le béton ciré dans une salle de bain, mon Dieu, c'est le bonheur, quoi. Pieds nus, c'est hyper doux, c'est hyper chaleureux, c'est hyper facile d'entretien.
Franchement, ça c'est, ouais, sans regret aucun, c'est un bonheur. Et puis par après, on en a fait, par nous-mêmes, dans les escaliers. On s'était un peu dit que ce serait facile parce que c'est des petites surfaces, tu vois? Juste la marche, puis juste la contre-marche et cetera. En fait non, Oui. il y a beaucoup de recoins, il y a beaucoup d'angles, donc c'est pas du tout, Les angles, ouais, c'est bah, sûr. c'est pas du tout l'espace le plus facile par lequel commencer, mais on est un peu bornés, donc on y a été, on a foncé, on l'a fait jusqu'au bout. Ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de patience aussi à avoir, très sincèrement. Mais, voilà, tout s'apprend, tout se découvre. C'est pas aussi bien fait que si c'était un professionnel qui l'avait réalisé, mais nous, ça nous convient, amplement et voilà, on est très très contents de l'avoir fait, d'avoir essayé par nous-mêmes dans cet espace-ci. Donc ça, donc tout dans la cage d'escalier, toutes les marches sont recouvertes de béton ciré et par après encore, on en a fait là, récemment dans, la salle de bain, une deuxième salle de bain. Et donc là, on a fait tous les c'est une toute petite pièce de 4 mètres carrés, 3-4 mètres carrés. On a fait tous les murs et tout le plafond, dans un enduit, alors cette fois, c'est pas un enduit, au béton ciré, c'est un enduit à la chaux, donc qui du coup est un peu plus naturel mais qui avec la bonne préparation, le bon support et puis la bonne protection, convient très bien aux espaces, humides comme la salle de bain. Et là, on l'a appliqué nous-mêmes. Alors, c'était un peu plus stressant parce que, bah, forcément, c'est une pièce technique, on n'a pas envie d'avoir des dégâts des eaux, d'humidité, et cetera. Donc on en avait fait par avant. Donc c'est pour ça on se serait pas lancé dans un premier béton ciré, un premier enduit, dans une pièce d'eau. La preuve, on l'a confié pour la première pièce d'eau. Mais là, on en avait déjà fait. On avait, voilà, bien suivi une formation aussi du fournisseur, et donc on s'est lancé dans cette pièce-ci. De nouveau, c'est beaucoup de boulot, mais enfin, c'est vraiment dans une salle de bain. Moi, je trouve ça magnifique, le béton ciré. C'est très, très agréable au toucher et au visuel. Et oui, je sais pas si ça répond à ta question. Et tu me demandais par rapport à la À la durée. tenue, c'est vrai que souvent les clients nous demandent: «Mais est-ce que ça tient bien dans le temps? Comment ça fissure pas?» Alors moi, je dis toujours, ça dépend de 2 choses. Ça dépend, de la façon dont ça a été posé. Donc si ça a été fait par quelqu'un qui est professionnel, qui connaît son métier, qui sait ce qu'il fait et cetera, qui a fait ça dans les règles de l'art, qui a respecté les temps de séchage, les temps de pause et cetera. Ou si ça a été fait par, quelqu'un un peu cochon et un peu: «Oui, oui, je connais», puis je mais en fait, pas vraiment. Donc ça change beaucoup. Et ça dépend de la façon dont on vit dans l'espace, dont on l'entretient. Donc ça dépend du propriétaire, du client. Parce que forcément, une famille, sans enfant, sans chien, voilà, qui est très assez maniaque, qui prend soin de son intérieur et cetera, ça va passer sans aucun souci. Par contre, des personnes, je donne des clichés, hein, mais des personnes qui sont beaucoup à l'extérieur, qui font du dedans-dehors en continu, qui n'enlèvent pas leurs chaussures avant de rentrer à la maison, qui ont un gros chien qui rentre de balade tout mouillé, qui va s'affaler sur le béton ciré, qui ont des plantes et qui avec tu sais, des petites soucoupes sous les pots des plantes qui débordent un peu et qui ne le voient pas tout de suite et qui ne le nettoient pas tout de suite, qui ne nettoient pas forcément dès qu'il y a une petite tache, etc., qui sont pas attentifs en tout cas ce genre de choses-là. Forcément, là, ça va pas bien se passer, quoi. Donc ça dépend vraiment de ça. C'est pour ça, on entend beaucoup de choses parfois un peu négatives sur le béton ciré. En fait, ça dépend vraiment le contexte. Ça va Mmh. convenir à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Donc il faut se connaître soi-même et confier ça à la bonne personne ou le faire en connaissance de cause et le faire consciencieusement. Correctement. Exactement. Prendre le temps de se renseigner, de se former et de le faire bien. Et ensuite, oui, à l'entretien, bah, effectivement, nous, c'est une maison, sans chaussures, donc il y a personne qui rentre avec ses chaussures. C'est pas que le béton ciré va se fissurer tout de suite si on pose un pied avec sa chaussure, mais c'est qu'à force, bah, c'est les petits graviers sous les chaussures, ça va faire des petites rayures. C'est de la saleté qu'on va pas nettoyer tout de suite, donc ça limite vraiment la casse au niveau entretien sur un béton ciré au sol. S'il y a une petite tache, on essaie de la voir un peu rapidement, de pas laisser stagner une tache de café, 3 semaines, voilà. Mais en fait, moi, je compare vraiment ça toujours à du parquet, massif. Mmh. Le parquet massif, forcément, c'est un peu sensible, on n'y marche pas en talons aiguilles. Si on renverse un verre de vin, on ne tarde pas trop à le nettoyer. Et forcément, le parquet massif, c'est pareil, bah, il va prendre un peu les traces d'usure dans le temps, il va se patiner avec le temps, mais c'est aussi ce qui lui donne son cachet et son charme. Donc c'est vrai Tout qu'un à béton fait. ciré, les premiers coups, les premières petites taches, ça fait un petit peu mal aux fesses, mais avec le temps, c'est ce qui va faire son cachet, sauf gros accident bien sûr, hein, mais c'est ce qui va faire son cachet, sa patine, et lui donner encore plus de charme. Et troisième argument, comme le parquet, c'est un matériau qui peut s'entretenir, qui peut se rénover.
contrairement à un carrelage où il faut le changer. Si un carreau est cassé, il faut le changer. Un béton ciré et un parquet, on peut le reponcer, le repatiner, le revernir, le reprotéger. Et donc ça, c'est quand même l'avantage. Alors évidemment, c'est quand même un coût, on ne le fait pas tous les 6 mois, mais c'est agréable de savoir qu'on peut réparer quelque chose et qu'on ne doit pas changer quelque chose de nouveau dans la volonté de rénover plutôt que de faire du neuf. Mmh. Moi, c'est une Sans bonne... avoir à tout recommencer, oui, c'est sûr. Exactement. Et tu as dit, quelque chose d'intéressant, l'enduit à la chaux dans une salle de bain. Je veux bien en savoir un peu plus, comment vous y êtes pris? C'est quel type d'enduit? Comment vous l'avez protégé peut-être? Parce qu'effectivement dans une salle d'eau, il faut faire un peu attention à ça. Ouais. Alors concrètement, c'est vraiment tout à fait différent d'une peinture à la chaux, parce qu'on entend beaucoup parler de la peinture à la chaux aussi, ça n'a vraiment rien à voir. Enfin, il y a de la chaux quand même dans les deux, hein, mais c'est vraiment un enduit. Donc concrètement, esthétiquement, ça ressemble au béton ciré, ça ressemble à tous les produits type Mortex, etc. C'est vraiment le même genre c'est un enduit décoratif en fait. C'était une préparation toute prête? Du coup, c'est pas vous qui avez fait les mélanges? C'est comme le béton ciré, t'as une poudre à mélanger avec un liant. Donc c'est le même principe vraiment, et c'est la même consistance de pâte, un peu dentifrice que t'étales, que t'écrases sur les murs à la spatule. Vraiment visuellement, c'est pas facile de distinguer les deux. Au toucher, par contre, après coup, je trouve que l'enduit à la chaux est plus doux et plus presque velouté un petit peu par rapport au béton ciré qui est plus minéral, un peu plus brut, je trouve. Les deux sont très agréables, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu plus doux chez l'enduit à la chaux que l'enduit au béton ciré. Mais en soi, du coup, c'est les mêmes propriétés. C'est la préparation du support, donc l'étanchéité qu'on fait sur le support avant de placer son enduit, et la protection qu'on met par après, donc le vernis qu'on met en protection, qui vont assurer l'étanchéité par rapport aux pièces d'eau. Donc l'enduit en tant que tel, ni le béton ciré ni l'enduit à la chaux n'est étanche. C'est ce qu'on met avant et après qui va faire qu'on peut le placer dans une pièce d'eau. Tout à fait. La préparation, c'est toujours le plus important dans les Ouais, travaux. À ne exactement. pas négliger comme étape, c'est sûr. Si on continue sur, les matériaux, enfin le choix des matériaux, les matières naturelles, vous avez choisi une cuisine en bois, en chêne, je pense. Justement, pareil, un peu retour d'expérience, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Souvent c'est vrai que les cuisinistes, aujourd'hui, ont tendance à pas vouloir proposer des façades en chêne massif parce que ça bouge dans le temps. Est-ce que enfin vous, comment sont fait vos façades? Comment, vous les avez choisies? Est-ce que vous êtes content justement de la tenue dans le temps, d'une cuisine en bois? Très bonne question. Effectivement, on voit beaucoup plus des cuisines de couleurs pleines. Nous, par contre, c'était vraiment une vraie volonté d'avoir une cuisine en bois. Alors, c'est du chêne teinté et fait noyer, donc c'est un peu plus foncé que du chêne naturel. Et surtout, c'est du plaquage bois. Donc, c'est pas du bois massif. Il y a juste les 3 premiers millimètres qui sont en bois massif. Après, lame de la porte et en bois recomposé, voilà. Et c'est vrai parce que ça, c'est une question de durabilité, parce que le bois massif, forcément, ça bouge dans le temps, c'est un matériau qui vit, et donc ça a plus tendance à un peu gondoler, un peu un peu flécher, voilà, c'est plus, c'est pas systématique, mais c'est plus courant. Et généralement, les façades qui sont en bois massif sont moulurées. C'est en différentes sections, différents panneaux pour justement apporter un peu plus de rigidité et éviter que ça ne courbe. Donc voilà, nous, c'est du bois, du plaquage bois. Donc ça, c'est vraiment quand même différent. Euh, alors, à l'achat, on nous a prévenu qu'effectivement, le plaquage bois est un peu plus sensible qu'une surface en mélaminé, par exemple, parce que, bah, y a une partie en bois, et le bois, si ça prend l'eau, c'est pas génial. Mais très sincèrement, à l'usure, alors après, on n'asperge pas notre cuisine d'eau tous les jours, mais à l'usure, on n'a aucun souci, aucun dégât. Enfin, vraiment, Ça, c'est bien. ouais, ça s'entretient super facilement. Et en tout cas, pour nous, le résultat visuel en vaut extrêmement la peine. Enfin, on ne regrette absolument pas cette cuisine en plaquage bois. Euh, donc ça, c'est plus un coût esthétique, à moins qu'effectivement on soit dans une cuisine où il y a énormément de projections d'eau, de choses comme ça, mais de toute façon, c'est mis en façade de porte, donc c'est pas... je trouve que c'est vraiment pas une contrainte au quotidien par rapport à notre expérience à nous et notre façon d'y vivre. Et par contre, pour le Et puis coup, comme tu le disais pour le béton, c'est du bois, donc ça vit, ça se patine. Au moins, c'est cohérent avec les autres éléments de la maison. Tout finit par, s'harmoniser en vieillissant ensemble. oui, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est une surface qui vieillit pas rapidement, hein. Tu vois, les façades de meubles comme ça, bon, on nettoie quand il y a des taches au niveau Oui. des poignées, etc. Mais tu vois, c'est pas une surface où on marche au quotidien. Donc vraiment, le vieillissement dans le temps est assez léger.
enfin de ce que je vois aussi, hein. Là, évidemment, ça fait qu'1 an et demi dans ma cuisine à moi, mais je le connais sur mes autres chantiers, puis voilà, en discutant avec les cuisinistes avec qui je travaille. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des façades en bois, ça apporte vachement de cachet, de matière. En fait, c'est pas une couleur unie, c'est une couleur qui est un peu texturée. Il y a les veines du bois, etc., les nervures du bois. Et c'était important, je trouve, dans une cuisine aussi entre guillemets spacieuse parce qu'elle c'était vraiment en angle un peu comme ça cette cuisine là. On y a intégré pas mal de placards de rangement qui servaient à autre chose qu'à la cuisine, mais voilà, donc ça fait une grande surface finalement de placards visuellement. Et si on était parti sur une couleur toute lisse, toute unie, ça aurait fait peut-être chargé. J'avais fait plusieurs essais en 3D avant pour voilà, nous conforter un peu dans ce choix-là. Et c'est vrai que le bois permettait d'apporter un peu de relief, un peu de structure, plutôt qu'une grande couleur en aplat partout. On trouvait ça plus chaleureux. Je suis curieuse de savoir d'ailleurs si tu avais eu des doutes, quelle couleur, tu avais mis sur ta cuisine, au lieu du bois? Alors j'ai essayé la cuisine noire, figure-toi. J'ai essayé OK. la cuisine noire, parce que je trouve que ça a énormément de charme, enfin de il y a un effet chic, absolu que je trouve hyper chouette. Mais trop de surface, de façade de notre côté, enfin dans notre cuisine. Ça faisait trop chargé donc voilà, j'ai essayé mais ce n'est pas resté très longtemps, une idée. Et puis non, le bois vraiment, on savait qu'on voulait pas une cuisine blanche, on voulait pas une cuisine colorée pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc le bois pour nous c'était une évidence, ouais, pour cette cuisine. Et alors tu aimes créer des choses de tes mains, tu nous l'as dit, vous avez fait beaucoup de travaux par vous-même et puis c'est depuis toujours. Tu as d'ailleurs, publié plusieurs livres, de Dai. Comment tu l'as appliqué, tout ça dans cette maison? Comment tu pourrais, conseiller, de réinventer ces meubles pour les intégrer dans un nouvel intérieur? Alors, il y a eu effectivement tous les travaux, donc des gros do it yourself. Je sais même plus si on peut appeler ça des do it yourself, mais voilà. Les gros travaux, de faire un peu les caissons, les niches, etc., placer des tiroirs intégrés, tout ça. Mais il y a eu aussi, au niveau du mobilier, moi je suis une adepte du IKEA hack. Et donc de transformer, de faire de semis sur mesure en fait. Et je le fais autant pour chez moi que chez mes clients. J'adore faire du sur mesure quand c'est nécessaire et quand voilà, ça apporte vraiment une plus-value à l'espace. Mais il y a certaines configurations où je trouve que le semi sur mesure, enfin ce que j'appelle le semi sur mesure, donc détourner un caisson Ikea pour l'adapter à son volume et à ses besoins, euh, fait complètement sens. Alors principalement au niveau du budget, il ne faut pas se le cacher, c'est pas du tout des budgets comparables, donc forcément c'est hyper intéressant. Et donc typiquement, nous c'est ce qu'on a fait dans notre dressing. On avait un espace mansardé où là on se dit bah mansardé c'est forcément du sur-mesure. Oui, c'est sûr que le sur-mesure aurait exploité vraiment au millimètre près tous les espaces à cet endroit-ci. Mais c'était une mansarde assez simple finalement. Et du coup, on a étudié la possibilité de le faire avec des caissons Ikea, donc du commerce, en recoupant, entre guillemets, simplement le fond des caissons en pente. Très sincèrement, c'est pas très compliqué. Il faut une scie et faire un petit calcul, un petit schéma, un petit calcul mental. Mais c'est vraiment pas compliqué. Et pour le coup, on a un dressing toute longueur, toute hauteur, avec un fond mansardé, mais ça correspond à la pente des cintres. Et on a pu l'adapter avec tous les modules de chez Ikea à l'intérieur comme on en avait envie, pour un budget du coup qui n'a rien à voir avec du sur-mesure. Donc ouais, ce genre de choses-là que j'aime bien faire. Et je pense que c'est ce qui fait un peu ma patte à moi, mon univers à moi, c'est que j'aime beaucoup combiner des choses justement do it yourself, retaper un meuble, construire une table avec des morceaux de bois, faire du Ikea hack, etc. Et à la fois m'offrir un très beau canapé de designer, une très belle chaise de designer, investir dans du sur-mesure quand vraiment c'est nécessaire et que ça va apporter une super plus-value à la maison. Voilà, de combiner un petit peu les deux. Et donc, on retrouve des choses chez moi qui m'ont coûté 0 € et d'autres où il y a plus de zéro, de zéro derrière. Mais, euh, mais ouais, je trouve que c'est ce qui apporte aussi bah, du cachet, une histoire à la maison, quoi. Donc, moi, ça me plaît bien, cette optique-là. Et est-ce que tu as du mobilier, chiné que tu aurais cherché, exprès pour cette maison? Ouais, j'aime beaucoup. Alors, je manque parfois un peu de temps pour le faire, mais j'aime beaucoup faire des brocantes, etc., même en ligne ou en réel. J'aime beaucoup ça. Et j'ai récupéré aussi pas mal de meubles de famille.
donc des vieux meubles en bois, certains que j'ai repeints, d'autres qu'on a laissés tels quels ou juste poncés. On a 2 commodes, on a un petit meuble à tiroir, un semainier, un miroir, enfin voilà, des petits éléments comme ça, des chaises, un fauteuil qu'on a retapé ou qu'on va retaper pour la maison. Et justement, je trouve que c'est des éléments comme ça qui apportent énormément de cachet en fait avec parcimonie. Voilà, quand on les place bien aux bons endroits, ça apporte énormément de cachet à l'intérieur et ça le rend pas froid justement parce que parfois c'est vrai que tout ce qui est design blanc, etc., c'est très épuré, c'est très chic, mais c'est peut-être un peu parfois un peu froid. Et ce genre d'éléments là de touches très rétro, très vintage, et qui ont une histoire. Enfin moi, voilà, des meubles de famille, je trouve que ça a encore plus de sens quand on peut en récupérer. C'est tellement précieux. Et du coup, on me demande souvent, mes clients me demandent souvent, j'ai ce meuble-là de ma grand-mère, mais au niveau du style, je sais pas, moi je l'aime beaucoup, il a beaucoup de sentiments pour moi, enfin beaucoup de sentiments pour ce meuble-là, mais je sais pas si ça ira en termes de style. Mais oui, surtout oui, quoi. Ça doit tellement, sa maison, c'est sa maison, donc il faut que ça nous ressemble aussi. Et si notre histoire, c'est d'avoir un meuble de sa grand-mère qu'on adorait, eh ben, il faut y aller. On s'en fiche que ça aille avec le reste ou pas. Il y a toujours un moyen de le combiner, soit avec la déco autour ou en le repeignant, en le reponçant. On peut le mettre à nos goûts et au goût du jour, mais ça reste un élément qui a une histoire et qui a de la valeur sentimentale pour nous. Et ça n'a pas de prix. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Super conseil. Écoute, pour finir, je voulais te demander si tu aurais des conseils de livres ou de comptes Instagram éventuellement pour s'inspirer quand on souhaite rénover. Ouh là là, alors là, je pourrais t'en parler encore très longtemps, mais alors si je peux me permettre, j'avais fait un petit article justement sur mon blog avec toute une bibliographie, un petit peu mes livres déco préférés, et cetera, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'achète régulièrement les livres, de mes consoeurs, qui font du super boulot, donc d'autres archives d'intérieur, pour voilà, rentrer un peu plus dans leur univers encore. J'ai beaucoup aimé notamment le livre, Home de India Madhavi. Mais il y en a beaucoup. Il y a aussi une américaine dont je ne retrouve plus le nom là tout de suite, mais enfin voilà, vraiment des livres d'architecte d'intérieur. Je trouve ça toujours très inspirant. Et puis sur Instagram, je suis des comptes de consoeurs, confrères archi d'intérieur, mais en fait, je suis plutôt principalement inspirée par des comptes qui sont pas forcément des comptes déco, mais qui montrent un peu leur intérieur et qui voilà, sont passionnés un petit peu de ça quand même et qui, voilà, c'est pas forcément leur métier, mais ils font ça très bien et voilà, je pioche un peu des inspirations à droite à gauche dans ce genre de cadre-là et ça peut être des comptes américains, scandinaves, australiens. Donc, ouais, c'est des choses un peu. Et c'est peut-être des comptes de photographie, c'est peut-être des comptes d'influenceurs culinaires, mais c'est des choses voilà, qui parfois il y a des petites idées à droite à gauche que je trouve. Plutôt art de vivre, c'est Oui, voilà, c'est ça. Il y a un peu de tout. Après, il y a quand même pas mal de choses centrées par rapport à la décoration. Voilà, le fait qu'ils le montrent, forcément, c'est que c'est dans leurs intérêts et dans leur passion. Mais ouais, j'aime assez bien sortir un peu des, 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 des professionnels qui en font leur métier, qui font ça très bien, et c'est très inspirant de voir les différents projets. Mais j'aime assez bien aller m'inspirer aussi de la vie de tous les jours et du quotidien d'autres personnes dont c'est pas le métier. super. Écoute, merci beaucoup Noémie pour tout ce partage de bons conseils, d'idées et surtout ton retour d'expérience du coup, par rapport à cette maison que vous avez rénovée ensemble avec ton mari. C'était un vrai plaisir d'écouter tout ça et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Alison. À bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.